Bienvenue sur Monde Multipolaire. Nous sommes ce lundi 16 juin 2026 et ce qui se passe en ce moment même dans le détroit d'Ormuz, à Genève, au Liban et dans les coulisses de Washington, eh bien, c'est vraisemblablement l'un des tournants géopolitiques les plus importants de ces 20 dernières années. Aujourd'hui, je réagis à une interview du colonel Jacques Beau, officier supérieur suisse, ancien de l'OTAN et expert reconnu des conflits asymétriques. Il s'entretient avec Nima, journaliste et analyste, et ensemble, ils décryptent l'accord-cadre, le MOU, le Memorandum of Understanding, que Washington et Téhéran viennent de signer électroniquement. Un accord qui doit être officiellement ratifié ce vendredi 10 à 9 juin à Genève, sous l'égide du Pakistan. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner les faits bruts, ceux des dernières 24 heures. CNN confirmait hier que le président Trump et le vice-président Vance ont tous deux signé électroniquement ce mémorandum. Le texte, d'environ 1 page et demie selon Vance lui-même, ouvre 60 jours de négociations nucléaires, prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz et la levée du blocus américain des ports iraniens. Brent Crude et WTI ont immédiatement chuté. C'est le marché qui parle, sans discours ni propagande. Et que dit Benjamin Netanyahou de tout ça? Il a finalement brisé le silence lors d'une conférence de presse lundi soir, déclarant, je cite CNN, que Trump et lui ne voient pas toujours les choses du même œil. Ce qui signifie, en langage diplomatique, qu'Israël n'était tout simplement pas à la table des négociations. Le ministre de la Sécurité nationale israélien, Itamar Ben-Gvir, a été encore plus direct. L'accord ne nous lie pas. Voilà le décor. Maintenant, euh, écoutons ce que Jacques Beau a à dire là-dessus. Et croyez-moi, son analyse va bien plus loin que ce que vous entendrez dans les médias classiques. Beyrouth, puis les États-Unis, ont multiplié les concessions des blocages d'avoir gelé, levé du blocus pour dissuader Téhéran de frapper Israël. Il semble qu'en échange, l'Iran ait arraché une mention concernant le Liban dans le mémorandum. Israël devrait être contraint d'évacuer le territoire libanais. Une concession significative, même si le texte complet reste confidentiel à ce stade. Le colonel souligne également le lien viscéral entre l'Iran et le Liban, rappelant que le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien a déclaré publiquement que le Liban est notre âme. Ce qui signifie que les accusations de trahison envers le Hezbollah sont, selon lui, infondées. Bonjour à tous. Ce lundi 15 juin 2026, notre ami et frère, le colonel Jacques Bou, est avec nous. Bon retour, colonel. Merci beaucoup de m'accueillir à nouveau. Heureux d'être de retour. Vous savez, ce qui s'est passé la nuit dernière, c'était tout explosait littéralement sous nos yeux. En ce qui concerne les discussions, en ce qui concerne la réaction iranienne, nous avons eu une attaque israélienne contre le Liban. Ensuite, l'Iran a déclaré qu'ils allaient attaquer Israël de la même manière que la première fois où ils ont attaqué la Daïa. Je parle de Beyrouth et de la Daïa. Ensuite, les États-Unis ont tout fait. Ils ont commencé par dire, nous allons libérer davantage d'avoirs gelés, nous allons lever le blocus, ceci et cela, et n'attaquez pas Israël. Et finalement, il semble que l'Iran ait obtenu une sorte de concession concernant le Liban. Ils ont dit, si, nous n'attaquons pas le Liban. Israël ou les États-Unis doivent faire quelque chose concernant la situation au Liban, le cessez-le-feu au Liban et la fin de l'occupation du Liban. C'était une énorme concession, du moins mentionnée dans ce document. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ce document. Nous ne savons pas ce qu'il contient, mais au moins c'était. Il semble qu'il ait été mentionné qu'Israël doit être contraint de quitter le Liban. C'est le point principal. Et comme nous l'avons vu hier, beaucoup de gens disaient qu'il se pourrait que l'Iran ait, vous savez, peut-être trahi le Liban ou quelque chose comme ça. Cela n'arrive jamais parce que pour ceux qui ne comprennent pas la relation entre l'Iran et le Liban, ce n'est pas quelque chose qui peut être trahi. Il y a tellement de similitudes, à mon avis. Quiconque connaît l'Iran, quiconque connaît le Liban, comme l'a dit hier le chef du Conseil de sécurité iranien, le Liban est notre âme. Voilà l'importance du Liban. Je pense que si cela concernait l'Iran, si une partie de l'Iran était occupée, ils auraient fait la même chose, à mon avis.
Et c'est pourquoi aujourd'hui, en regardant ce qui se passe au Liban, les gens sont heureux. Ou bien ils retournent chez eux dans le sud du Liban, à Nabatieh et dans d'autres villes. Les Israéliens sont toujours là. Ils essaient de rester là-bas. Je pense qu'ils ont frappé 2 ou 3 ports dans le sud du Liban pour montrer qu'ils sont toujours là. Ils ont l'autorité là-bas. Mais ce qui se passe globalement, contrairement à ce que les médias israéliens essaient de montrer, c'est une énorme défaite pour Israël, ce qui s'est passé. Et je ne vois pas, parce que le sentiment en Israël, c'est que la situation évolue sans la participation israélienne. Vous savez, c'est un accord entre l'Iran et les États-Unis. Israël ne faisait pas partie des négociations. Il ne participait pas aux discussions. Et si vous, je ne sais pas si vous avez vu les informations des 3 ou 4 derniers jours, ils ont essayé d'espionner l'administration aux États-Unis parce qu'ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait avec les discussions. Il semble que peu de personnes au sein de l'administration étaient au courant du contenu ou des bases des discussions entre les deux parties. Votre compréhension, colonel, de ce qui se passe? Eh bien, Tout d'abord, nous devons comprendre que ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est qu'une démonstration que l'Iran a l'avantage dans ce conflit. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi une démonstration ici qu'Israël n'acceptera pas le résultat de la négociation. Cela a toujours été une politique constante d'Israël d'avoir les États-Unis impliqués militairement au Moyen-Orient depuis les années 1950. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'Israël change sa politique pour une raison quelconque, parce qu'ils ont été si agressifs envers leurs propres voisins. Israël, sachant qu'il ne pourrait pas résister à une attaque commune, une attaque générale contre Israël, ils ont besoin des États-Unis. Et puisqu'ils n'ont pas abandonné cette idée de politique de sécurité basée sur l'offensive, sur la confrontation, essentiellement, ils ont besoin des États-Unis dans la région. Et donc, ils vont concentrer tous leurs efforts pour pousser les États-Unis à rester dans la région. Et cette situation a également été exacerbée par le fait qu'après ce qui s'est passé à Gaza, l'ensemble, non seulement l'image, mais aussi l'état d'esprit du monde envers Israël a radicalement changé. Le monde entier déteste Israël. Cela signifie qu'Israël comprend qu'ils doivent désormais compter de plus en plus sur la protection des États-Unis. Mais nous sommes ici dans une étrange impasse. Israël crée sa propre menace puis exige la présence des États-Unis. Mais en même temps, les États-Unis ne veulent pas s'empêtrer dans cette situation. Je veux dire, ils s'attendent à attaquer l'Iran parce que c'était l'évaluation, non pas une évaluation du renseignement, mais une évaluation de Trump selon laquelle l'Iran s'effondrerait en quelques jours. Donc, c'était censé être une victoire rapide et facile. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles les États-Unis se sont engagés là-dedans. Mais maintenant, ils comprennent qu'ils ont complètement mal compris et sous-estimé la situation. Et maintenant, ils essaient de se retirer. Le problème, c'est que la situation a tellement changé de façon spectaculaire que les États-Unis se retrouvent à nouveau. Trump est toujours assis entre deux chaises. D'un côté, il aimerait se retirer. De l'autre, il ne veut pas abandonner Israël. Et Israël, en ce sens, a un levier sur les États-Unis. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les États-Unis sont clairement les perdants dans toute cette affaire. Israël a identifié que le président Trump est probablement l'un des présidents les plus faibles de l'histoire, et c'est la raison pour laquelle ils ont réussi à convaincre pour la première fois un président américain d'attaquer l'Iran. Aucun autre président ne l'a fait parce qu'ils avaient tous compris quelle était la situation. Le seul qui ne comprend rien, parce que toutes ces décisions sont prises à l'instinct, pas avec la tête. Et donc les Israéliens l'ont bien compris.
Donc, le grand perdant dans toute cette histoire, ce sont les États-Unis ou ce sont les États-Unis. Israël ne perd pas complètement, dans le sens où, oui, s'ils doivent se retirer du Liban et tout cela, ce sera une situation. Ce sera défavorable pour Netanyahou, mais pas pour Israël. La sécurité d'Israël sera renforcée s'il se retire et s'il respecte le droit international. C'est ce que les Israéliens doivent comprendre. Leur sécurité s'améliorera s'ils respectent le droit international, mais cela n'améliorera pas la situation de Netanyahou. Dans cette situation précise, on peut observer qu'il existe des intérêts divergents entre Netanyahou et ses alliés politiques les plus proches, et Israël en tant que pays. Et cela est très important à comprendre. Donc Netanyahou agit selon ses propres intérêts personnels et non selon les intérêts du peuple israélien ou d'Israël en tant qu'État. D'accord, c'est important. Mais le grand gagnant dans toute cette affaire, c'est l'Iran. Et je pense que c'est aussi très important à comprendre. Et les Américains commencent à comprendre cela. Maintenant, il y a un autre facteur qui en fait confirme cette situation, c'est que pour une raison quelconque, Trump travaille contre la montre, tandis que l'Iran a le temps. Comme on le dit souvent, l'Occident possède l'horloge, mais l'Iran, lui, dispose de tout le temps nécessaire. Voilà le dilemme. Ce qui signifie que pour l'Iran, attendre et avoir un accord cohérent avec les États-Unis ne posait pas de problème. Et attendre cela et poursuivre la guerre dans une certaine mesure, parce que l'Iran n'a pas de politique de sécurité fondée sur l'agression. Mais néanmoins, ils ont le temps d'attendre, mais aussi de frapper Israël aussi fort qu'ils le peuvent. Et en fait, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, il y aura finalement une reprise du conflit. Ne vous laissez pas tromper par l'accord de protocole d'entente ou ce genre de choses. Israël n'acceptera jamais cela, quel que soit l'accord. Et à un moment donné, ils reprendront. La question est de savoir comment les États-Unis réagiront à cela à l'avenir. Et quel type d'obstacle a une implication plus poussée des États-Unis dans la région, l'Iran peut-il mettre en place grâce à ces accords? C'est ça l'enjeu principal, mais il y aura une reprise du conflit. Israël continuera de frapper l'Iran et donc l'Iran de son côté en est conscient. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, l'Iran aura finalement besoin d'une victoire décisive contre Israël pour parvenir à la paix. Tant que l'État d'Israël ne comprendra pas que sa propre sécurité est intrinsèquement liée au respect du droit international, Israël continuera d'attaquer ses voisins, y compris son voisin le plus éloigné, à savoir l'Iran. Et sur cette base, Israël représentera toujours une menace constante et sérieuse pour l'ensemble de la région, y compris pour l'Iran. Mais l'Iran a la capacité de répondre et la seule réponse pour obtenir la paix de la part de l'Iran sera une victoire décisive sur Israël, quoi que cela signifie. S'agira-t-il d'une destruction totale? Je l'espère pas, mais au moins une destruction significative du système de commandement et de contrôle. Je veux dire, même politique, comme le commandement et le contrôle militaire. Probablement plus le politique que le militaire, d'ailleurs. Et c'est ainsi qu'Israël devra répondre. Donc, nous savons qu'à long terme, tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une étape dans la bonne direction, mais cela ne résoudra pas le problème. Je pense qu'il est très important de comprendre cela. Il semble qu'ils vont signer le mémorandum d'entente ou protocole d'accord sera signé à la ville de Genève ce vendredi prochain et il sera officiellement accueilli par le gouvernement du Pakistan. Je suis juste étonné que cela se passe en Suisse, mais soit organisé par le Pakistan. Mais avant d'arriver à vendredi, je pense que nous allons voir beaucoup de ce genre de combat se produire dans le sud du Liban, comme Israël le fait en ce moment, comme nous en avons parlé.
Mais le problème, colonel, je pense que lorsqu'il s'agit des États-Unis, Donald Trump a tout fait, absolument tout, pour Israël jusqu'à présent. Je pense que c'est pour cela qu'il a décidé finalement, il a épuisé toutes les possibilités. Avec, vous savez, les manifestations, les émeutes, la pression économique, l'envoi d'armes aux Kurdes, ces terroristes au Kurdistan irakien. Il y a quelques instants, juste avant de venir en direct, il y a un nouveau groupe de Al-Qaïda. Ils ont annoncé qu'ils existent. Ils sont au Kurdistan irakien. Ils sont prêts à combattre l'Iran et ils ont tout essayé. Avec l'attaque contre l'Iran, il ne reste plus rien d'autre pour que les États-Unis participent. Mais Israël, vous l'avez dit, si Israël attaque l'Iran, cela signifie que les États-Unis doivent aider. Sans les États-Unis, ils ne pourront pas attaquer de manière significative. Contre l'Iran, ils pourraient attaquer L'Iran, mais ce ne sera pas significatif. Et la réponse iranienne, nous connaissons le système de défense aérienne, nous connaissons les capacités du système de défense aérienne israélien et leurs capacités offensives. Ils ne seront plus vraiment dans la même position qu'avant le début de cette guerre. C'est la nouvelle équation dans la région. Je ne sais pas combien de temps les États-Unis veulent rester là-bas pour les aider dans ces sortes de guerres sans fin. eh bien, il faut être prudent ici. Évidemment, quand on parle, disons, de guerre conventionnelle, si je peux le formuler ainsi, je ne suis pas sûr. La guerre entre l'Iran et Israël ou les États-Unis était conventionnelle, mais disons qu'elle était plus proche d'une guerre conventionnelle que ce que nous avons, par exemple, à Gaza ou au Liban. En tout cas, bien sûr, dans une telle situation, il y a un équilibre des forces, y compris les systèmes de missiles, de défense aérienne ou de missiles antibalistiques, ainsi que les systèmes de commandement et de contrôle conventionnels, etc. Et sur ce terrain, nous avons vu que l'Iran a clairement, comme je l'ai dit auparavant, l'avantage. Maintenant, vous avez mentionné Trump et les États-Unis, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il y a aussi d'autres acteurs qui interviennent dans la région, la France en particulier, et ils veulent utiliser les milices kurdes. Je pourrais même dire des mercenaires, car ils achètent simplement ces milices pour aller combattre en Iran. Ils les entraînent, ils les arment, et ainsi de suite. Donc nous avons, parce que si vous regardez la constellation, et j'ai écrit plusieurs livres sur tous les groupes armés dans le monde, y compris surtout ceux qui sont en Irak, en Syrie, etc. Vous avez donc une constellation de groupes militants. L'Irak essaie maintenant de les regrouper sous le ministère de la Défense. Ils essaient donc de rassembler ces milices chiites en quelque chose d'organisé qui dispose d'un véritable commandement et contrôle au niveau stratégique et non d'actions dispersées provenant de différents groupes. En tout cas, tous ces groupes existent bel et bien. Ils ne sont pas complètement unis doctrinalement ou idéologiquement. Ils ont de légères différences, etc. Nous ne voulons donc pas entrer dans les détails, mais il y a d'autres groupes, et surtout les Kurdes, qui réclament toujours leur propre État. Et bien sûr, c'est une sorte de levier que l'Occident et les pays occidentaux, en particulier la France, mais la France a été particulièrement active dans la lutte en menant des opérations secrètes contre, contre l'Iran, en soutenant le terrorisme en Iran et ce genre de choses, d'ailleurs avec les Israéliens et les Américains. Donc il n'y a pas que les États-Unis. Il y a aussi la question de certains pays européens et il y a également d'autres pays européens impliqués dans ce conflit, en soutenant les Kurdes afin de déstabiliser l'Iran. Et bien sûr, quand on parle de missiles balistiques et tout cela, nous avons vu que l'Iran dispose d'une défense crédible et de capacité dans ce domaine. Lorsqu'il s'agit d'insurrection ou d'éléments subversifs, c'est une autre histoire. Mon avis personnel est que l'Iran aura aussi davantage dans ce type de conflit. Cela va continuer. Je veux dire, ce que nous avons vu en janvier de cette année, ces émeutes qui étaient en fait sponsorisées par l'Occident,
armé par l'Occident, financé par l'Occident, et du point de vue du récit et du soutien politique, également soutenu par l'Occident. D'ailleurs, il y a eu récemment l'une de ces bases kurdes qui a été attaquée par un militant chiite en Irak, et il faut faire attention. Il y a eu des soldats français qui ont été tués, et ces soldats étaient en train de former ces Kurdes à attaquer en Iran. Donc cela va continuer. Et cela signifie que même si le règlement que nous verrons aujourd'hui avec ce protocole d'accord est l'accord qui viendra plus tard, parce que le protocole d'accord n'est pas l'accord en tant que tel, le protocole d'accord ne fait que poser les bases pour un véritable accord de paix à venir qui devrait inclure la question nucléaire et tout cela. Et ceci n'est que la surface des choses. Mais je suis convaincu que l'Occident continuera d'essayer de subvertir l'Iran par la guerre secrète, et cela va continuer. Il ne fait aucun doute que cela va continuer. Donc, ce que nous essayons de résoudre maintenant n'est que la surface des choses. Probablement la plus destructrice, probablement la plus visible, la plus, d'une certaine manière, la plus dangereuse, parce que c'est la partie qui pourrait évoluer en une guerre régionale, peut-être pas une guerre mondiale, mais au moins une guerre régionale. Donc, cette partie pourrait probablement être résolue grâce à tous ces mouvements diplomatiques auxquels nous assistons aujourd'hui, mais le reste continuera. Cela signifie donc que la guerre contre l'Iran ne s'arrêtera pas. Et cela aussi est très important à comprendre. Israël n'arrêtera jamais d'attaquer l'Iran. Jamais. À moins que vous n'ayez, et j'espère que dans la négociation, l'Iran le fera aussi. Je ne parle pas du protocole d'accord, mais probablement de ce qui se passera ensuite. L'Iran, j'espère qu'ils incluront cela. Parce que, encore une fois, ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la surface des choses. Mais il y a bien d'autres choses. Je veux dire, tout ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, l'Iran a été constamment attaqué par l'Occident. Et avec l'espionnage et tout cela, il y a des gens ordinaires qui sont arrêtés pour espionnage en Iran. Et selon moi, dans une certaine mesure, ils ne sont probablement pas des espions à la James Bond, mais ils sont des espions dans le sens où ils sont utilisés pour influencer les choses et pour s'adresser aux groupes d'opposition. Impliqués dans l'ingénierie de la subversion en Iran, et cela s'applique à tous ceux qui ont été arrêtés récemment. Ils ont été relâchés parce qu'au final, ils étaient probablement. L'Iran a pu estimer que les choses étaient plus ou moins sous contrôle. Mais ce genre de choses va continuer. Ce genre de choses va continuer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, nous sommes dans une situation où nous avons essentiellement deux conflits avec la même cible, l'Iran, et nous essayons de résoudre le plus visible, mais l'autre restera. Et Israël, ce sera déterminant dans cette affaire. C'est la raison pour laquelle, je le répète, pour qu'il y ait la paix, l'Iran devra à un moment donné obtenir une victoire décisive sur Israël. Vous pouvez définir vous-même ce que décisive peut signifier, mais ce sera le cas. Cela devra être le cas. Et je pense que les Iraniens en sont conscients. Voici ce qu'ils ont rapporté dans les médias iraniens. Première nouvelle en Iran. Il est dit que le protocole d'accord stipule, comme je l'ai mentionné, que nous n'avons pas le texte. C'est pourquoi nous avons besoin de ce genre de fuite provenant des médias en Iran. Il est indiqué que la gestion future des services maritimes dans le détroit d'Ormuz sera déterminée par l'Iran et Oman. Et lorsqu'il parle de services maritimes, c'est essentiellement de cela qu'ils parlent, du système de redevance qu'ils vont mettre en place. Mais cela ne sera pas mis en place tout de suite, car il est précisé que ils n'acceptent le passage libre des navires que pendant 60 jours. Ils vont accorder 60 jours sans aucun frais ni péage. Et après ces 60 jours, ils vont instaurer un nouveau système
qu'ils appellent redevance environnementale ou quel que soit le nom qu'ils lui donnent. On l'appelle redevance de service ou quelque chose comme ça. Et elle devra être payée par toute personne souhaitant utiliser ce passage ou traverser l'État de Foremost. C'est Ce serait une redevance d'entretien, comme ils l'appellent, donc si je ne me trompe pas. Et c'est quelque chose qu'ils avaient déjà négocié le mois dernier avec Oman, et Oman a également déclaré qu'il imposerait une redevance environnementale. Et cela reflète ce que l'Iran fera de son côté, ce qui, d'après ce que j'ai lu, s'appelle une redevance d'entretien. Mais essentiellement, il s'agit de l'entretien de la côte et de la mer dans cette région. Il faut comprendre qu'il y a des milliers de superpétroliers, de pétroliers et de cargos de toutes sortes qui transitent dans cette zone, qui est une zone très restreinte. Et évidemment, il y a forcément des problèmes de pollution, des questions environnementales et ce genre de choses. Et cela nécessite probablement, je veux dire, de ce point de vue, ce n'est sans doute pas injustifié. En plus de cela, je pense que l'Iran envisage cette redevance, ou ce n'est pas appelé une redevance, mais disons cet entretien. Je veux dire, je ne sais pas exactement quel serait le terme correct ou légal. En tout cas, il voulait aussi que cet argent serve à reconstruire ce que les États-Unis ont détruit sur l'île de Cachemire et d'autres îles où les États-Unis ont détruit, par exemple, des installations de dessalement d'eau ou ont causé des dégâts sur les installations de stockage de pétrole, et donc il faut tout nettoyer. Donc cela fait partie de la reconstruction rendue nécessaire par les États-Unis et les actions et frappes militaires israéliennes. Il y a donc une justification derrière cela. Le problème, et c'est d'ailleurs très intéressant, c'est que lorsque vous regardez, je ne sais pas exactement quels sont les 14 points finaux, mais d'après ces 14 points, les points qui ont été publiés par Mer News, je veux dire cette agence iranienne, et en supposant que l'accord final découlera ou sera plus ou moins aligné sur cela dans une certaine mesure. Mais il est fascinant de voir que le détroit d'Ormuz est désormais presque devenu la question majeure pour les États-Unis, alors que ce détroit était totalement libre en février. Cela démontre donc aussi que les États-Unis se sont eux-mêmes acculés à une situation qu'ils ont créée. Et c'est extrêmement étrange parce que nous avons exactement la même chose. Nous avons fait la même chose en Irak, en Afghanistan, en Ukraine, partout où l'Occident est intervenu. Elle s'est retrouvée acculée à une situation qu'elle ne pouvait plus gérer à un moment donné. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont pratiquement plus aucun contrôle sur ce qui se passe en Irak, en Afghanistan, en Russie, en Ukraine. Maintenant, nous avons évidemment une guerre, mais ce que nous voyons, c'est que la Russie prend le dessus. La Libye est aussi un exemple de situation qui a totalement échappé à tout contrôle. La migration déclenchée par ces actions est totalement hors de contrôle en Europe. Donc nous nous sommes acculés nous-mêmes. Tous ces conflits ont provoqué une réaction que personne n'avait anticipée auparavant. Personne ne l'avait prévu, non seulement pas prévu, mais même pas imaginé que la situation évoluerait dans cette direction. Et aujourd'hui, toutes ces questions deviennent des enjeux essentiels quand on parle de ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni, en France. Il y a eu un vote également en Suisse, juste hier, sur la limitation de l'immigration. C'est un sujet en Allemagne, en France, dans tous les pays. Et cette immigration a été déclenchée précisément par ces actions occidentales. D'où viennent les immigrés? Ils viennent de Syrie, ils viennent d'Afghanistan, ils viennent de Libye, ils viennent de tous ces pays. Ce qui signifie que nous créons la situation que nous ne sommes pas capables de gérer par la suite. Et c'est exactement ce qui va se passer avec l'Iran maintenant. Donc, et cela, Mou en est l'exemple. C'est exactement la stupidité de ces va-t-en-guerre que nous avons en Occident. Ils ne savent même pas pourquoi ils devraient faire la guerre. Ils ne savent même pas pourquoi.
Ils veulent juste le faire. Mais quand on les écoute, ils n'ont même pas d'objectif. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent accomplir. Et c'est exactement la même chose avec Israël d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement accomplir avec l'Iran? Ils ne peuvent pas occuper l'Iran. Ils ne peuvent pas prendre les ressources de l'Iran. Ils veulent détruire l'Iran, mais ils ne pourront pas non plus y parvenir. Alors, quel est exactement l'objectif d'Israël? Au Liban, on peut supposer que, comme ils l'ont fait dans d'autres parties de cette région, ils veulent prendre le contrôle du territoire. C'est donc la raison pour laquelle ils utilisent simplement cette doctrine Rafah. La doctrine Rafah consiste à raser tout. Les colonies que vous avez dans le sud du Liban, exactement comme ce qu'ils ont fait à Rafah, dans la partie sud de Gaza, vous savez, ils ont simplement tout rasé. Tous les bâtiments ont été rasés. Et maintenant, ils font exactement la même chose au Liban. Mais ce n'est pas ça la doctrine. Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir avec cela? S'attendent-ils à ce que ces habitants qui ont été expulsés de leur village et tout le reste ne réclament pas ce village après cela? Vous savez, c'est tellement puéril et c'est juste de la pure brutalité. C'est de la brutalité sans intelligence. Intelligence au sens de cerveau, pas au sens militaire comme cela a été dit. Donc, il est très difficile de comprendre ce qu'ils veulent vraiment accomplir. Et c'est très vrai pour Israël. C'est un petit pays, essentiellement. On voit bien la limitation d'un si petit pays entouré de pays plus grands. Heureusement, ces pays ne sont pas aussi agressifs qu'eux. Mais si ces pays devenaient aussi agressifs qu'Israël, Israël disparaîtrait en quelques jours. Et c'est probablement ce qui arrivera d'ailleurs. Cela pourrait arriver. Israël doit en être conscient. Ils ne le sont pas parce qu'ils pensent qu'ils ont la supériorité. Ils s'attendent toujours à ce que les États-Unis meurent pour eux. Vous savez, c'est cette idée. Mais aujourd'hui, Israël est tellement méprisé dans le monde que plus personne ne veut mourir pour Israël. Il y a probablement 50 ou 60 ans, les gens l'auraient fait. Mais aujourd'hui, personne ne voudrait mourir pour Israël. Je veux dire, les gens perdraient leur honneur en sacrifiant sa vie pour Israël aujourd'hui, parce qu'on ne meurt pas pour un pays qui possède un bilan qui s'avère être aussi médiocre et contestable en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Donc, cette absence de compréhension de la situation stratégique m'étonne toujours, et c'est le cas pour Israël, évidemment, mais aussi pour tous les pays occidentaux. Mettons une pause, continuons. Ce que Jacques Beau vient d'exposer sur le détroit d'Ormuz mérite qu'on s'y arrête longuement, parce que c'est précisément là que se joue l'enjeu économique et géopolitique le plus concret de toute cette crise. Rappelons les faits. Selon les médias iraniens cités par l'agence Fars et confirmés par Reuters et CNN, le mémorandum désigne l'Iran et Oman comme co-gestionnaires des services maritimes dans le détroit d'Ormuz. Concrètement, les navires passeront gratuitement pendant 60 jours. Ensuite, Téhéran prévoit d'instaurer des frais de services environnementaux, sécuritaires, assurantiels. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Bagaï, a été très clair lundi. Nous ne cherchons pas à percevoir des droits de transit, mais des frais seront facturés en échange des services fournis. Le vice-président américain Vance a lui-même reconnu, lors d'une interview sur CNBC, que Washington espère qu'aucun frais ne sera appliqué, mais il n'a pas dit que c'était une ligne rouge absolue. Ce qui signifie que l'Iran a bel et bien obtenu le principe, même si les détails restent à négocier. Pour comprendre pourquoi c'est révolutionnaire, il faut un peu d'histoire. Le détroit d'Ormuz est un goulet d'étranglement de 34 km de large, à son point le plus étroit, par lequel transitent environ 20 millions de barils de pétrole par jour, soit 20% du pétrole mondial transporté par voie maritime. Depuis la révolution iranienne de 1979, les États-Unis ont considéré ce détroit comme un bien commun international qu'ils se donnaient tacitement le droit de protéger, autrement dit de contrôler via leur 5e flotte basée à Bahreïn. C'est exactement ce que Beau appelait la politique de présence militaire permanente dans la région.
Or, là, pour la première fois dans l'histoire contemporaine, Washington accepte implicitement qu'Iran et Oman régulent eux-mêmes ces eaux. C'est une rupture doctrinale majeure. Le sénateur républicain Tom Cotton a d'ailleurs immédiatement demandé au Trésor américain d'imposer des sanctions à quiconque paierait ses frais iraniens. Ce qui signifie que même à l'intérieur du camp américain, cet accord fait l'objet d'une résistance farouche. Jacques Beau fait ensuite un parallèle saisissant et historiquement exact avec les précédentes aventures militaires américaines: l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, l'Ukraine. Dans chaque cas, dit-il, l'Occident s'est lui-même acculé dans des situations qu'il ne savait plus gérer. Laissez-moi vous donner les chiffres pour le confirmer. En Afghanistan, après 20 ans de présence et plus de 2000 milliards de dollars dépensés selon le Watson Institute de Brown University, les États-Unis ont quitté Kaboul en août 2021 dans un chaos total, laissant les talibans reprendre le pouvoir en 72 heures. En Libye, l'intervention de 2011 censée protéger les civils a produit un État failli qui alimente encore aujourd'hui les flux migratoires vers l'Europe, exactement comme Beau le mentionne. En Irak, les coûts de la guerre dépassent 3 000 milliards de dollars selon l'économiste Joseph Stiglitz, et le pays s'est largement rapproché de l'Iran dans les années qui ont suivi l'invasion. Ce que Beau appelle l'absence de pensée stratégique à long terme dans l'Occident, c'est quelque chose que les historiens militaires documentent depuis des décennies. Le politologue américain John Mearsheimer de l'Université de Chicago, pas du tout. Un analyste pro-iranien a lui-même écrit dans Foreign Affairs que la politique américaine au Moyen-Orient est structurellement incohérente parce qu'elle sert des intérêts électoraux à court terme plutôt qu'une vision géopolitique durable. Maintenant, sur la question du Liban et de l'UNIFIL, Beau touche quelque chose d'extrêmement précis. Juridiquement, la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU de 2006 interdit explicitement à Israël de maintenir des forces armées au sud du fleuve Litani. Ça, c'est le droit international. Et depuis le mois de mars 2026, Israël a repris ses opérations militaires au Liban, tandis que le ministre de la Défense Katz déclarait publiquement que les forces israéliennes resteraient dans leur zone de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza indéfiniment. Al Jazeera et NPR ont rapporté début juin que Hezbollah avait rejeté tout cessez-le-feu qui ne commencerait pas par le retrait israélien du territoire libanais. Et la finule l'UNIFIL voit son mandat expirer fin 2026 selon les résolutions récentes, avec un retrait prévu à mi-2027, ce qui signifie que la présence internationale en tampon disparaîtra au moment même où la situation est la plus volatile. Beau dit quelque chose de fondamental. Tant qu'un seul soldat israélien restera sur 1 cm² du territoire libanais, le Hezbollah aura une justification légale et politique d'exister armé. C'est d'ailleurs ce que stipule l'accord de Taïf de 1989, qui reconnaît au Hezbollah le droit de résistance face à une menace externe. Beau ne fait pas de la propagande, il cite le droit. Maintenant, et c'est là que je veux nuancer un propos de Beau, quand il évoque la nécessité pour l'Iran d'obtenir une victoire décisive sur Israël, il faut comprendre cette formulation dans son contexte stratégique, et non comme un appel à la destruction. Ce que Beau veut dire, et que confirme d'ailleurs l'analyse du Brookings Institution publiée en 2025, c'est que tant qu'Israël ne percevra pas un coût stratégique réel à ses aventures militaires au-delà de ses frontières, rien ne changera dans son comportement. La dissuasion, en théorie des relations internationales, fonctionne sur la démonstration de capacité et de volonté, pas sur les discours. Ce n'est pas souhaiter la guerre, c'est décrire la logique de la dissuasion telle qu'elle est enseignée dans toutes les académies militaires occidentales. Beau développe ici l'argument central de son analyse. Le mémorandum sur le détroit d'Ormuz n'était pas dans l'agenda américain en février 2026, alors que le détroit était encore totalement libre. Ce qui signifie que la crise a été entièrement créée par les frappes américano-israéliennes et que Washington se retrouve maintenant contraint d'accepter des termes cogestion iranienne du détroit qu'il aurait rejeté comme inacceptable il y a 4 mois. Il note que ce schéma se répète. L'Occident crée une crise,
perd le contrôle de la situation, puis accepte des conditions moins favorables que le statu quo hante. Beau mentionne également la présence de militaires français tués dans le Kurdistan irakien, où ils entraînaient des milices kurdes pour déstabiliser l'Iran par voie subversive. Il appelle cela une guerre couverte, qui continuera indépendamment de l'accord, et que l'accord ne résout que la partie visible et la plus destructrice du conflit. Karl, le ministre israélien de la Défense Israël Katz, déclare que l'armée israélienne restera indéfiniment dans les zones de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza pour protéger les frontières et les colonies. Tu sais, avec le premier ministre Netanyahou qui mène la même politique, ils disent qu'ils ne partiront pas. Je ne sais pas quelle serait la solution pour Israël. Je pense que la seule solution est une opération militaire. Beaucoup de gens sont en colère contre Israël aujourd'hui. Peu importe ce que fait la Turquie, ce que fait l'Arabie saoudite, mais l'opinion publique est totalement contre Israël. Tu l'as mentionné. Ce moment arriverait si Israël continue à se comporter de cette manière. Tout le monde attaquerait Israël dès quelque chose. Et à ce moment-là, je pense que ce serait un énorme, énorme problème pour Israël s'il décide de continuer à agir ainsi. Et les États-Unis, sous l'administration Trump, ont fait le maximum, ont utilisé tout le pouvoir que l'Occident possède pour soutenir Israël. Imaginez simplement l'occupation au Liban, en Syrie. La Syrie est importante. Le Liban est important. Gaza, ils parlent de 80% de Gaza. Ils veulent occuper 4-20% de Gaza. La Cisjordanie disparaît en quelque sorte de la scène parce qu'ils envoient plus de colons en Cisjordanie. C'est la réalité. Et selon vous, cela va-t-il finalement se décider sur le champ de bataille ou le droit international peut-il faire quelque chose? Peut-il partager une part du fardeau de ce qui se passe? Eh bien, c'est tout le dilemme. Vous avez mentionné le Liban et vous avez cité exactement ce que le ministre de la Défense Katz vient de dire. Comme vous venez de le dire, cela restera juste derrière cette soi-disant ligne jaune qu'ils ont décidé arbitrairement. Je veux dire, c'était, Il déplace la ligne jaune d'ailleurs, colonel. eh bien, elle bouge un peu, elle s'est un peu élargie, mais en tout cas, c'est une idée qui a été décidée unilatéralement par Israël. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la partie sud du Liban, précisément cette zone aujourd'hui occupée par Israël depuis la frontière sud du Liban jusqu'au fleuve Litanie, est la zone de déploiement de la FINUL. La FINUL est une opération de maintien de la paix. C'est une mission de maintien de la paix. Et là-bas, il y a un contingent français très important, mais ils ne font rien. La raison, la justification de leur présence est précisément d'empêcher cela, c'était exactement d'obliger Israël à rester en dehors du territoire libanais. C'était la logique derrière la finule. Mais est-ce que cela entre en ligne de compte à un moment donné? Non. Il y a plusieurs opérations de maintien de la paix dans la région d'Israël. Il y a aussi une opération de maintien de la paix dans la région du Golan. Il y a plusieurs opérations de maintien de la paix. L'UNSO, la FINUL, en est une. Il y avait, enfin, je ne sais pas maintenant, je ne les ai pas toutes en tête. Il y a au moins 3 ou 4 opérations de maintien de la paix. D'ailleurs, les plus anciennes opérations de maintien de la paix sont liées à Israël. Mais quand Israël fait ce qu'il fait, c'est-à-dire ne pas respecter le droit international. Vous avez mentionné la Cisjordanie, par exemple. La Cisjordanie, cela a été clairement dit par la Cour internationale de justice dans son avis à l'Assemblée générale du 19 juillet 2024. Elle a déclaré que toute la présence israélienne en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza est illégale et qu'Israël devrait quitter ces lieux dès que possible et que le reste du monde, c'est-à-dire les autres pays, devrait aider à le faire. Qu'avons-nous fait pour soutenir cet avis? Qu'a fait le Conseil de sécurité pour soutenir ces nombreuses, très nombreuses
condamnation d'Israël parce qu'Israël occupait des territoires qu'il n'était pas censé occuper. Désolé de vous interrompre. Peuvent-ils former une sorte de force? Je parle des pays de la région pour faire appliquer ce que vous venez de dire à propos du droit international. Ils doivent partir. Jérusalem, ils doivent quitter la Cisjordanie. Militairement, ils doivent les en expulser. Bien sûr qu'ils pourraient, mais ils ne le veulent pas. Parce qu'au Conseil de sécurité, évidemment, il y a les États-Unis, et les États-Unis refuseront cela. Mais en théorie, le Conseil de sécurité pourrait le faire. Il y en a tellement. Il y a probablement plus de 100 résolutions de l'ONU, des résolutions qui condamnent Israël pour ce qu'il fait et l'occupation des différentes parties des territoires qu'il occupe, y compris son comportement dans ces territoires. Donc il y a tellement de résolutions qui soutiendraient une telle décision. Le problème, c'est que les États-Unis refusent de le faire. Et surtout, il y a aussi un refus. Et récemment, il y a aussi eu un exemple où le Royaume-Uni et la France s'opposent également à ce genre, disons, de langage vigoureux du Conseil de sécurité de l'ONU, Conseil de sécurité. Mais en théorie, cela serait tout à fait possible. Est-ce que nos pays voudraient œuvrer pour la paix? Si nos pays voulaient œuvrer pour la survie d'Israël, ils le feraient. Le problème, c'est qu'ils ne s'intéressent pas à la réflexion à long terme. Encore une fois, il n'y a pas de réflexion à long terme en Occident. C'est toujours opportuniste, lié au court terme, à la tactique, mais il n'y a pas de réflexion stratégique ou à long terme en Occident. Si nous pensions de cette façon, nous aurions empêché Israël de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et Israël serait bien mieux intégré dans sa région. Il aurait moins de problèmes avec ses voisins. Il aurait moins de problèmes de sécurité. Vous savez, si vous vous mettez tout le monde à dos, si vous tuez des enfants, si vous détruisez des hôpitaux, si vous tuez systématiquement et ciblez systématiquement des civils, comment pouvez-vous espérer vivre en paix? Cela ne sera pas le cas. Donc Israël a fait tout ce qui était possible, des choses pour être détesté dans cette région, et pour contrebalancer cela, Israël devra faire beaucoup d'efforts. Et ils ne sont pas prêts à le faire. Donc nous continuerons ainsi. Et je prédis, et je dirais même tristement, mais c'est peut-être une bonne chose pour la région, je ne sais pas, mais tristement je dirais qu'Israël, s'il continue ainsi, disparaîtra. Parce qu'il arrivera un moment, même aujourd'hui, où les Américains hésitent à soutenir Israël. Ils se rendent compte que leur allié n'est pas un allié. Israël ne peut pas être un partenaire parce qu'il agira toujours pour lui-même, jamais dans l'intérêt du partenariat. C'est un problème. Il ne peut pas être un partenaire et les Américains commencent à comprendre cela. Et quel est l'intérêt? Je veux dire, encore une fois, si on remonte dans l'histoire, il était logique de soutenir Israël pendant la guerre froide parce que la plupart des pays arabes environnants étaient associés d'une manière ou d'une autre à l'Union soviétique. Et donc Israël représentait une sorte de poste avancé de l'Occident au Moyen-Orient. Et pour cette raison, il était logique d'avoir ce soutien. Aujourd'hui, si l'on regarde d'un simple point de vue économique ou même d'un point de vue purement géopolitique, il serait en fait plus avantageux de soutenir des pays comme l'Arabie saoudite ou l'Iran plutôt qu'Israël. Quel est l'intérêt de soutenir Israël? Aucun. Il serait bien plus avantageux d'être allié ou partenaire de l'Iran ou de l'Arabie saoudite. Ils disposent de ressources énergétiques, ils ont un potentiel industriel. Nous avons vu que l'Iran possède probablement même un meilleur potentiel intellectuel et académique qu'Israël. Alors, quel est l'intérêt? Si vous commencez à voir les choses sous cet angle, alors vous pourriez reconsidérer votre alliance. La seule raison pour laquelle nous soutenons Israël, c'est à cause de l'histoire de la guerre froide et parce qu'il y a beaucoup d'élites en Occident qui sont sous influence.
Et c'est très fort quand on regarde des pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis. Ces gouvernements sont sous influence. Ils n'agissent pas de leur propre chef. On les pousse à agir ainsi. Et probablement pas, ils n'ont pas la liberté d'agir autrement. Et c'est triste parce que ces forces, qu'elles soient politiques ou d'une autre nature, qui influencent notre gouvernement, agissent selon leurs propres intérêts. Elles n'agissent même pas dans l'intérêt d'Israël. L'intérêt d'Israël n'est pas d'occuper le Liban ou le Golan ou des choses de ce genre. L'intérêt d'Israël est d'être en paix avec ses voisins. Cela devrait être le but ultime de tous ceux qui soutiennent Israël, qu'Israël puisse vivre en paix avec ses voisins. Cela devrait être l'objectif ultime. Et pour cette raison, ils devraient aussi lutter contre ceux en Israël qui utilisent l'armée de leur pays à leur propre profit. C'est exactement ce que fait Netanyahou. Il ne fait pas cela dans l'intérêt d'Israël. Il le fait pour ses propres raisons, pour son propre bénéfice, parce qu'il veut rester en place et parce qu'il ne peut pas se permettre de quitter le pouvoir. Vous savez, c'est une situation très étrange. Et c'est aussi ce qui caractérise cette relation très particulière qu'Israël entretient avec l'Occident et aussi la relation particulière que l'Occident entretient avec Israël. Cela fait aussi partie de cette image dégradante d'Israël en Occident. Comme vous l'avez dit, nous avons vu maintenant qu'Israël essaye d'interférer dans les élections partout, en France, au Royaume-Uni, des choses comme ça. Je veux dire, en France, un rapport récent souligne qu'auparavant, on disait que c'était la Russie qui interférerait. Et maintenant, vous avez des rapports de la même institution qui viennent dire, eh bien, en fait, c'était Israël qui a essayé d'interférer. Donc tout cela contribue à la mauvaise image qu'a Israël. Et vous savez, la réaction d'Israël, au lieu de reconsidérer sa propre politique étrangère et sa politique de sécurité, ils ont redoublé d'efforts. Et si vous regardez récemment, Israël a augmenté son budget pour la communication, je veux dire les relations publiques et ce genre de choses, passant, je crois, de 250 millions de dollars à 750 millions de dollars. Cela signifie que c'est presque 1 milliard de dollars utilisés uniquement pour la communication et cela reflète le besoin pour Israël de restaurer son image. Le problème, c'est que s'il se comporte mal, il pourra dépenser des milliards en communication. Cela n'améliorera rien. La seule façon d'améliorer les choses est maintenant de comprendre cela. Leur intérêt n'est pas de continuer à faire la guerre, mais probablement de s'aligner avec les autres nations des Nations Unies dans le cadre du droit international. C'est la seule façon pour Israël d'obtenir une paix durable, une présence durable au Moyen-Orient et un développement harmonieux avec les pays de la région. Tant qu'ils ne comprendront pas cela, ils seront en guerre. Et le problème, c'est que maintenant, nous voyons que certains pays, à savoir l'Iran à ce stade, ont le pouvoir de détruire l'Iran d'un claquement de doigts. Israël, Pardon. D'un claquement de doigts. Et c'est finalement ce qui pourrait arriver si Israël ne comprend pas ce point particulier. Karl, je pense que le problème fondamental pour l'Occident, c'est qu'ils ont créé cette sorte d'image d'Israël. C'est une démocratie, la seule démocratie au Moyen-Orient. Ils sont tellement avancés, leur technologie est la meilleure, leur société est la meilleure, et le pays le plus puissant de la région. Chacun de ces arguments s'effondre au fil du temps. Israël n'est pas la seule superpuissance du Moyen-Orient. Israël n'est pas la meilleure économie. La bourse se porte bien parce qu'ils sont en quelque sorte la queue de la bourse des États-Unis. C'est la seule raison, à mon avis. Mais sur le champ de bataille, ils ne peuvent pas produire de missiles. Des intercepteurs, ils produisent des dispositifs d'espionnage, vous savez, une sorte d'appareil d'espionnage et d'équipement de surveillance. C'est tout ce qu'il en est du complexe militaro-industriel israélien.
Ils produisent, Tu tu sais, ben, quelque chose comme ça. ne vous laissez pas berner. J'ai travaillé dans les achats et nous avons souvent envisagé du matériel israélien à l'époque, même si je peux dire que c'était au début des années 90. J'étais responsable d'une entité d'approvisionnement au sein de la défense israélienne. Et déjà à cette époque, j'avais des gens qui disaient, je veux dire mes supérieurs, des personnes au-dessus de moi, qui disaient, eh bien, nous considérons Israël juste pour évaluer ce qu'ils sont capables de faire techniquement. Mais il n'en est pas question. Nous ne ferons pas affaire avec un pays qui a institutionnalisé la torture. C'était il y a 30 ans. Mais le fait est que nous avons essayé d'évaluer certains équipements. Nous cherchions du matériel de déminage et ce genre de choses. Et ils avaient des solutions intéressantes, mais ce n'est pas aussi prometteur qu'ils le prétendent. Vous avez du matériel bien meilleur, mais aussi plus cher. Ils sont très bon marché et c'était probablement leur principal avantage à l'époque. Et ils ont du bon matériel, mais ce n'est pas aussi bon que ce que vous trouvez en Occident. Ne vous laissez pas tromper par cela, et nous l'avons vu par exemple avec le système aéro ou le système dôme de fer, qui n'est pas aussi performant qu'il devrait l'être. Et en fait, le dôme de fer, qui est largement acclamé et tout ça, en réalité, depuis son introduction, il y a eu constamment, même en Israël, beaucoup de critiques contre le système parce qu'il échouait. Il n'était même pas efficace contre ces Hezbollah, enfin pas Hezbollah, pardon, probablement aussi contre le Hezbollah, mais surtout contre les Palestiniens, le PIJ et la Brigade des Martyrs d'Al-Aqsa, qui a commencé à utiliser des roquettes contre certaines colonies dans le sud d'Israël. Et le dôme de fer n'était pas très efficace contre cela. Donc, dès le début, bien qu'il semble être largement acclamé, en réalité, il n'est pas aussi efficace qu'il n'y paraît ou qu'on le prétend. Et nous l'avons vu précisément avec les différentes frappes menées par l'Iran. En fait, presque tout ce qui a été intercepté par Israël de la part des Iraniens, c'était exactement ces équipements ou ces systèmes qui étaient conçus pour être interceptés selon la stratégie iranienne. Ils ont envoyé ces équipements afin d'attirer les missiles du dôme de fer dans le but de les saturer. Et ensuite, une fois que tous ces missiles étaient épuisés, alors les Iraniens sont venus avec les véritables missiles qu'ils voulaient envoyer. Et donc, cela signifie que tout cet équipement, du point de vue de l'utilisation tactique, de la manière dont nous l'utilisons opérationnellement, si vous voulez, mais aussi techniquement, il n'était pas adapté à ce type de conflit. Donc, cela veut dire que nous ne surestimons pas les Israéliens. Le Merkava, par exemple, qui est apparu à la fin des années 70, il a également été salué comme un nouveau concept de char parce qu'il a le moteur à l'avant, ce qui ajoute une certaine protection pour l'équipage, mais cela comporte aussi de nombreux inconvénients. Par exemple, comme le moteur est à l'avant, il y a des interférences thermiques ou des effets thermiques qui perturbent l'imagerie thermique des tireurs. Donc, cela voulait dire que c'était acceptable dans les années 70 où probablement on n'utilisait pas l'imagerie thermique comme on le fait aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est devenu un inconvénient, et ainsi de suite. Donc, le concept du Merkava était probablement adapté à une situation très spécifique, à savoir l'utilisation des chars sur le plateau du Golan. Les chars ne sont pas conçus pour combattre en zone montagneuse, mais c'était l'objectif du Merkava et cela convenait probablement pour cela. Mais cela s'est avéré désastreux contre Gaza et cela s'est également révélé désastreux dans le sud du Liban. Et le nombre de Merkava détruits par les drones du Hezbollah en est la preuve.
Ce type d'équipement a été conçu pour un objectif très spécifique et n'est pas destiné à un usage marginal ou à d'autres types de situations de combat. Donc, n'exagérez pas les capacités d'Israël. C'est aussi quelque chose que, en Occident, on a dit en même temps que démocratie, haute technologie et nation start-up, ou peu importe. Mais ce n'est pas exactement ça. Ils attirent beaucoup de fonds des États-Unis et cela leur a permis de se développer. Mais parfois, ils ont probablement développé des équipements intéressants et des choses de ce genre. Mais nous pourrions faire bien mieux en Occident si nous le voulions. Et vous voyez, si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Russie, vous constatez que les Russes font encore mieux et à un coût bien inférieur à ce que font les Israéliens. Et l'Iran est un très bon exemple. L'Iran est sous sanction depuis environ 50 ans. Ils ont réussi à avoir leur propre complexe militaro-industriel. Ils ont été capables de développer des équipements conformes aux normes internationales. Et regardez le succès du système de drone Shahid. Aujourd'hui, tout le monde copie le système Shahid. Les Russes, évidemment, produisent leur propre variante du Shahid et à grande échelle. Maintenant, les Américains ont produit leur propre copie du Shahed. Il y a le système Luca. Le modèle américain est quasiment identique. Oui, exactement. C'est une copie, juste une copie stupide de la première version du Shahed, d'ailleurs, parce qu'entre-temps, le Shahed a évolué. Il possède désormais beaucoup plus de capacités et d'autres choses de ce genre. D'accord. Mais en gros, les Américains ont simplement copié exactement le même design. Et il y a aussi d'autres pays qui ont commencé à lancer une sorte de copie du Shahed, ce qui signifie que, et d'ailleurs c'est une technologie très simple, mais elle est adaptée à l'objectif. Vous voyez, si vous avez un drone suicide, c'est complètement idiot de produire un drone qui coûtera des milliards, car vous allez le perdre de toute façon. Donc, le design consiste à combiner harmonieusement la fonctionnalité, la maîtrise des coûts et une adéquation précise avec l'objectif visé par le projet. Et c'est la combinaison exacte que l'Iran a réussi à réaliser. Donc, vous savez, il ne s'agit pas de fabriquer le drone le plus sophistiqué ou le plus cher, il doit simplement être adapté à l'objectif, c'est tout. Et il doit être abordable pour cela. Et c'est ce que les Iraniens ont réussi à faire. Et on voit exactement la même chose avec les missiles hypersoniques, d'ailleurs, une technologie que les Américains ne maîtrisent toujours pas totalement, et évidemment pas les Israéliens. Donc cela montre que cette idée selon laquelle Israël serait très sophistiqué, technologiquement supérieur à tout le monde, est largement exagérée. Ce n'est pas le cas. Ils ont des capacités comme d'autres pays. Je pense que mon pays, par exemple, la Suisse, possède aussi certaines capacités, mais certainement pas ce qui serait suffisant pour soutenir une politique de sécurité basée sur la confrontation militaire. Et c'est exactement le problème d'Israël. Donc il y a un besoin, je pense, tant en Israël, mais aussi au sein de l'Occident, je veux dire, parmi les amis d'Israël, de réévaluer toute la relation entre Israël et ses voisins. Et je pense qu'Israël n'est probablement pas encore assez mûr pour comprendre cela, parce que Netanyahou est tellement obsédé par l'Iran et des choses comme ça, et le Hezbollah, qu'il n'y a aucune chance qu'ils y parviennent par eux-mêmes. Mais nous, je pense que les pays occidentaux, s'ils sont bien conseillés, devraient aider Israël à comprendre cette position. Au lieu d'encourager les solutions militaires en Israël, ils devraient encourager Israël à adopter une véritable politique de sécurité basée sur la coopération avec ses voisins. Vous savez, nous parlions et nous avons commencé cette discussion, enfin,
pas toute la discussion, mais juste votre question en partant de cette zone de sécurité. La raison d'être du Hezbollah, c'est précisément parce qu'Israël est sur le territoire libanais. Donc on peut créer ce genre de zone tampon sur le territoire libanais. Cela constituera une justification supplémentaire pour que le Hezbollah continue d'exister. Donc si Israël était sage, il établirait sa zone tampon en dehors du territoire libanais et placerait cette zone tampon le long de la frontière verte, la ligne verte. C'est la frontière de facto, ce n'est pas une frontière de jure, mais une frontière de facto. C'est la ligne d'armistice de 1949. Et le long de cette frontière, il pourrait établir une zone tampon avec tout l'équipement qu'il souhaite, mais en laissant le territoire libanais libre. Et cela serait la première condition pour que le Hezbollah réduise ses forces. Aussi longtemps qu'il restera ne serait-ce qu'un seul soldat israélien positionné sur le moindre mètre carré du territoire souverain du Liban, l'organisation du Hezbollah a fermement l'intention de maintenir et de renforcer sa présence active ainsi que ses capacités opérationnelles dans la région. Cela a été clairement dit, je l'ai mentionné plusieurs fois sur votre chaîne. Dans l'accord de Taïf de 1989, il était stipulé que le Hezbollah est autorisé à exister tant qu'il y a une menace extérieure. À l'époque, il pensait aussi que la Syrie pouvait devenir une menace. Aujourd'hui, ce n'est probablement plus le cas. En tout cas, cette menace extérieure aujourd'hui est essentiellement composée par Israël. Cette menace disparaîtrait-elle? Le Hezbollah n'aurait alors plus aucune raison d'exister. Vous voyez donc qu'Israël crée ses propres menaces factuellement. Factuellement, ce n'est pas une interprétation. Ils créent factuellement leurs propres menaces. Parce que maintenant, le Hezbollah est la principale menace pour sa sécurité, soi-disant. Mais si Israël quittait complètement le territoire libanais, le problème serait résolu. Oui, exactement. Merci. Merci beaucoup, Karl, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir, comme toujours. Ce fut un plaisir pour moi. Merci de m'avoir invité. Merci. Nous arrivons au cœur de l'argument de Beau, et c'est là que son analyse diverge le plus radicalement de ce que vous lisez dans Le Monde ou dans le New York Times. Alors laissez-moi décortiquer ça avec méthode et avec des sources. Beau affirme que la relation entre Israël et les États-Unis est devenue structurellement déséquilibrée et que c'est sûrement la raison pour laquelle Trump, qu'il qualifie de président le plus vulnérable à l'influence israélienne depuis des décennies, a été le premier à autoriser une frappe directe sur l'Iran. Aucun autre président américain n'avait franchi ce Rubicon, dit-il. Bush père, Clinton, Bush fils, Obama, Biden, tous ont résisté à cette pression. Pourquoi? La réponse se trouve dans les archives. L'ancien directeur de la CIA, Robert Gates, a écrit dans ses mémoires que chaque président américain qui l'a servi était conscient que frapper directement l'Iran déclencherait une escalade régionale incontrôlable. La différence avec Trump, selon plusieurs analystes du Council on Foreign Relations, cités par Reuters en mai 2026, c'est précisément ce que Beau souligne, une évaluation basée sur l'intuition personnelle plutôt que sur le renseignement institutionnel. CNN a confirmé hier que des responsables israéliens avaient tenté d'espionner les négociations américano-iraniennes ces dernières semaines parce qu'ils n'avaient tout simplement pas accès au contenu des pourparlers. C'est un fait extraordinaire. L'allié le plus proche des États-Unis au Moyen-Orient était réduit à l'espionnage de son partenaire américain pour savoir ce qui se décidait en son nom. Et là, Beau formule quelque chose que je veux vous faire entendre très attentivement, parce que c'est une thèse sérieuse, débattue par des géopolitologues occidentaux. Il dit: dans le contexte de la guerre froide, soutenir Israël avait une logique. Les pays arabes voisins étaient majoritairement alignés sur l'URSS, l'Égypte nassérienne, la Syrie baasiste, l'Irak baasiste, la Libye kadhafiste,
Israël était un avant-poste occidental dans une région soviétophile. Cette logique avait un sens stratégique. Mais en 2026, cette logique n'existe plus. L'URSS a disparu il y a 35 ans. Et Beau pose alors la question que beaucoup à Washington commencent à murmurer. Quel est l'intérêt géopolitique et économique concret de soutenir Israël aujourd'hui par rapport à l'Iran ou à l'Arabie saoudite? L'Iran a une population de 90 millions d'habitants, une industrie pétrolière massive, un potentiel académique et technologique remarquable. Téhéran forme chaque année plus d'ingénieurs que la plupart des pays européens. L'Arabie saoudite détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Ce raisonnement, qui peut paraître provocateur, est en réalité celui que tient depuis des années le politologue américain Stephen Walt, auteur avec John Mearsheimer du fameux ouvrage The Israel Lobby, publié chez Farrar, Straus & Giroux. Ces deux universitaires de Harvard et de Chicago ne sont pas des pamphlétaires. Ils ont analysé, chiffres à l'appui, comment le lobby pro-israélien a structurellement influencé la politique étrangère américaine au détriment de l'intérêt national américain lui-même. L'ouvrage a été violemment critiqué à sa sortie en 2007, mais les événements des 10 à 9 années suivantes leur ont donné raison sur de nombreux points. Beau mentionne également les révélations récentes en France sur les ingérences électorales israéliennes. Ce n'est pas une théorie complotiste. Le Canard enchaîné et plusieurs médias sérieux ont relayé des rapports de services de renseignement français confirmant des tentatives d'influence israélienne sur le processus électoral français, alors que pendant des années, c'est la Russie qui était uniquement désignée comme puissance d'ingérence. Le Parlement européen a par ailleurs lancé une commission d'enquête sur le logiciel espion Pegasus, développé par la société israélienne NSO Group, utilisé contre des journalistes, des avocats et des responsables politiques dans pas moins de 45 pays selon le Citizen Lab de l'Université de Toronto. Sur la question du droit international et des résolutions de l'ONU, Beau est d'une précision chirurgicale. L'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 10 à 9 juillet 2024 est limpide. L'ensemble de la présence israélienne en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza est illégal et Israël doit se retirer. Cet avis, demandé par l'Assemblée générale de l'ONU, s'appuie sur le droit international humanitaire, la Convention de Genève et la Charte des Nations unies. Ce n'est pas une opinion politique, c'est une décision juridique. Et pourtant, combien de résolutions ont été bloquées au Conseil de sécurité par le veto américain? Selon le site de l'ONU, les États-Unis ont utilisé leur veto une 50aine de fois pour protéger Israël depuis 1972. C'est structurellement ce que Beau décrit quand il parle de l'impuissance institutionnelle du droit international face à la réelle politique américaine. Maintenant, je veux revenir sur ce que dit Beau concernant les capacités militaires israéliennes, et là, il nuance quelque chose d'important. Il ne dit pas qu'Israël est faible. Il dit qu'Israël est surestimé et que cette surestimation a conduit ses dirigeants à des erreurs stratégiques fatales. Le dôme de fer est souvent présenté comme le bouclier antimissile le plus efficace au monde. Pourtant, Baud rappelle, et cela a été confirmé par des analystes militaires israéliens eux-mêmes, publiés dans Haaretz, que depuis son déploiement, le système a fait l'objet de critiques internes répétées, notamment face aux roquettes du djihad islamique palestinien et des brigades Al-Aqsa. Et lors des frappes iraniennes massives, la stratégie de Téhéran consistait précisément à saturer le système en envoyant des drones sacrificiels pour attirer les missiles intercepteurs, puis à envoyer les vraies ogives une fois les défenses épuisées. C'est une tactique de saturation classique documentée par l'Institute for the Study of War basé à Washington. Le char Merkava, fierté de l'armée israélienne, a lui aussi montré ses limites. Conçu à l'origine pour les plaines du Golan, avec le moteur à l'avant pour protéger l'équipage, il s'est révélé vulnérable aux drones anti-chars dans les environnements urbains et montagneux du Liban Sud. Des dizaines de Merkava ont été détruits par les drones du Hezbollah, ce qui signifie que le concept même du char de bataille traditionnel est remis en question dans les guerres modernes, une réalité que les armées occidentales commencent toutes à intégrer.
Et puis il y a le drone Shahed iranien. Beau a raison de souligner son importance. Ce drone à faible coût, quelques milliers de dollars par unité, a révolutionné la guerre asymétrique. La Russie en produit maintenant des variantes à grande échelle et les Américains eux-mêmes ont conçu le Altius 600, une copie quasi conforme du premier Shahed. Ce qui signifie que l'Iran, sous 45 ans de sanctions, parmi les plus sévères de l'histoire moderne, a réussi à produire une technologie militaire que les grandes puissances copient. C'est un fait industriel remarquable. Je veux terminer sur ce que Beau dit d'Israël et de son avenir, parce que c'est le passage le plus fort et le plus controversé de son intervention. Il dit, et je vais atténuer légèrement la formulation pour qu'elle reste analytique, qu'Israël, si sa politique actuelle continue, risque de se retrouver dans une situation d'isolement stratégique croissant qui, combiné aux capacités militaires iraniennes désormais démontrées, le placerait dans une position de vulnérabilité existentielle. Ce n'est pas un souhait, c'est une analyse de risque. Et c'est exactement l'analyse que font en privé certains responsables du Pentagone et de la CIA, selon des articles publiés par le Wall Street Journal et Politico en 2025 et 2026. La question que ces analystes posent est celle-ci. L'alliance avec Israël continue-t-elle à servir l'intérêt national américain ou est-elle devenue un fardeau stratégique dont les coûts diplomatiques, financiers, en vies humaines, dépassent les bénéfices? La réponse à cette question va sûrement définir la politique étrangère américaine pour la prochaine décennie. Et l'accord du détroit d'Ormuz, signé hier, est, selon toute vraisemblance, le premier signal concret que Washington commence à recalculer. Ce que nous vivons, c'est pas simplement une crise régionale, c'est la recomposition de l'ordre mondial tel que nous le connaissions depuis 1945. Jacques Beau a le mérite de le dire clairement, avec rigueur, sans hystérie, et en s'appuyant sur une carrière entière passée au cœur des institutions militaires et diplomatiques occidentales. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette analyse vous a apporté quelque chose, partagez-la, commentez et abonnez-vous à Monde Multipolaire pour ne rien manquer de ce qui se joue en ce moment sur l'échiquier mondial. À très bientôt.